Bonsoir à toutes et tous. C'est aussi chouette de vous voir, enfin pas de vraiment de vous voir, mais d'être avec vous dans des circonstances un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de vivre quand on est dans les consultations à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est un sujet, ce sujet de la recherche clinique et du développement qui nous tient à cœur. Et comme vous le savez sans doute déjà depuis un certain temps, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois lors des consultations ou d'autres réunions. C'est en fait la recherche clinique et la recherche de traitement pour l'hypertension pulmonaire qui nous a permis de nous structurer en tant qu'équipe multidisciplinaire. En réalité, c'est à partir d'une des premières études qui a été réalisée dans le monde et dans notre centre en particulier qu'on a eu l'idée de créer cette clinique qui vous accueille déjà depuis en fait depuis plus de 20 ans. Alors évidemment, c'est un sujet qui et peut paraître un petit peu difficile et un petit peu ardu, mais je vais essayer de le rendre accessible pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la tête des personnes qui assurent le développement de nouveaux médicaments pour toutes les maladies en général et pour l'HTAP en particulier. Alors, quand on fait une présentation scientifique, on commence toujours par ceci. Ce sont les déclarations des liens d'intérêt que vous retrouvez ici, qui est mise à jour de ce matin et qui comprend mes liens d'intérêt personnels en tant que consultant et participant à des essais cliniques, mais aussi en participant à des groupes d'experts qui sont organisés ou qui sont sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. Et vous verrez que ceci a une importance fondamentale dans la manière dont nous considérons qu'il faut conduire des essais cliniques avec de nouvelles molécules pour trouver des traitements pour l'hypertension pulmonaire. Alors, bon, c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre. Ceci, c'est pour vous montrer comment l'algorithme thérapeutique de l'HTAP, je vais me focaliser sur l'HTAP ce soir, comment cet algorithme a évolué au cours de ces 20-30 dernières années. Vous voyez ici, 98, en réalité, c'est le point de départ de la classification de l'HTP, de l'hypertension pulmonaire que nous connaissons aujourd'hui. C'est le fameux congrès mondial d'Évian. Il y avait en tout 120 participants avec, si mes souvenirs sont bons, une soixantaine, 60 ou 80 experts. Moi, j'étais à l'époque encore un relativement jeune cardiologue et j'ai eu la chance d'assister à cette première réunion. Et vous avez finalement la situation de 2022 qui sont nos recommandations cliniques de la Société européenne de cardio et de la Société respiratoire. Et vous voyez que ça a considérablement changé au fil du temps. Les couleurs sont devenues un petit peu moins moches que celles de 2009, mais on a finalement des lignes de conduite qui nous indiquent comment faire pour prendre en charge l'hypertension pulmonaire. 2022, c'est finalement le fruit du dernier symposium, du 6e symposium de l'hypertension pulmonaire qui a eu lieu en 2018 à Nice. Et il y avait non plus 80 experts, mais 130, et en tout 1400 participants, alors qu'on était aux alentours de 120, 130. Donc c'est x10 par rapport à 98. Ça vous montre un petit peu l'intérêt il y a eu au fil du temps pour cette maladie. C'est important de savoir que de ces participants au dernier symposium mondial, un tiers environ étaient des représentants de l'industrie pharmaceutique. En réalité, c'était entre un tiers et 40%, donc pas seulement des spécialistes de la maladie, mais aussi des représentants de l'industrie pharmaceutique. Alors, quand on construit un algorithme de traitement, qui est celui qu'on applique quand on prend des décisions importantes qui vous concernent et qu'on partage ensuite avec vous, il faut savoir que on se base sur de la recherche clinique et des essais cliniques qui portent un nom particulier, qui sont les essais cliniques randomisés contrôlés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce que vous voyez ici, c'est l'état des lieux de 2018-2019, des essais cliniques qui sont réalisés depuis le début des années 90 jusqu'à 2015. Ça représente 41 essais cliniques. Ça représente à peu près 9000 patients inclus avec différentes étiologies d'hypertension pulmonaire et des critères de jugement qui étaient extrêmement variables. On a depuis 2015 eu les résultats d'autres essais cliniques médicamenteux qui vont amener d'ailleurs très bientôt la mise sur le marché d'un nouveau médicament pour traiter l'hypertension pulmonaire, mais c'est là-dessus que nous nous basons pour déterminer nos recommandations. Autrement dit, c'est pas seulement l'opinion d'experts, mais ce sont des experts qui sont éclairés par la conduite, la conduite de ces essais cliniques
Et tout ce que vous prenez comme médicament aujourd'hui, ben, c'est vos prédécesseurs qui ont contribué, peut-être vous-même d'ailleurs, qui ont contribué à faire avancer l'ère thérapeutique avec un certain nombre de médicaments qui ont été mis sur le marché et qui, bien heureusement, sont pratiquement tous disponibles en Belgique. Ce que vous voyez ici, avec le petit astérix, c'est ce qu'on appelle les approval studies. Ce sont les études cliniques qui ont permis la mise sur le marché d'un nouveau traitement de l'hypertension pulmonaire. Vous voyez qu'il n'y a pas des astérisques partout, simplement parce que on ne fait plus seulement maintenant des essais cliniques pour mettre des nouveaux traitements sur le marché, mais aussi pour vérifier l'efficacité et la sécurité de stratégies thérapeutiques qui peuvent utiliser des traitements qui sont déjà disponibles. C'est le cas, par exemple, de cette fameuse étude Ambition, publiée en 2015, où nous avons testé la stratégie de la bithérapie comparée à la monothérapie orale, donc deux traitements dès le moment du diagnostic comparé à un seul médicament. Ces études sont importantes parce que c'est celles-ci, vous le verrez, qui permettent aux laboratoires, éventuellement assistés par les experts, de déposer des demandes d'autorisation de remboursement. Alors, encore une dit en anglais, mais c'est, je crois, la dernière. Comment on fait pour arriver à développer des médicaments? Mais en fait, c'est une espèce de cercle vertueux où on part de la paillasse, donc du laboratoire, bench, et on termine au lit du patient, donc à vos côtés, pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous voyez que ce cercle, il comprend la recherche fondamentale, la recherche qu'on appelle préclinique et le début de la recherche clinique, c'est-à-dire ce que l'on fait chez les volontaires sains avant de passer aux patients. Puis on a l'implémentation clinique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a montré que quelque chose fonctionnait, comment on fait pour l'implémenter en clinique. Et évidemment, quand on fait tout ceci, ben on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette, comme on dit, et qu'il faut aller plus loin, qu'il faut retourner à la paillasse, retourner au laboratoire pour refaire de la science de base. C'est vraiment ce cercle-ci qui nous permet d'aboutir à une espèce de cercle vertueux de la recherche et qui donc nous permet de mieux comprendre la façon dont finalement une maladie peut se développer. On a des contributeurs qui sont multiples, vous voyez, des gens qui sont importants dans le développement de cette recherche. On a bien sûr ceux qui travaillent dans les structures académiques, les chercheurs. On a aussi, et c'est très important, il n'y a pas de recherche sans financement. Les financements, comme vous voyez, sont multiples. On a des fondations, on a des organisations philanthropiques, du mécénat, on a des structures de fonds de financement qui sont régionales, qui sont nationales, on a des projets européens, et ça c'est une nouveauté qui, ouais, c'est pas une nouveauté, ça dure déjà depuis quelques temps, mais ça, c'est vraiment l'avenir du développement, c'est de reposer sur des projets qui ne sont plus centrés sur une région ou un pays, mais qui sont des projets plus larges. Et enfin, vous avez des financements qui sont des financements privés qui nous viennent pour la plupart des cas, dans la plupart des cas, de l'industrie pharmaceutique. En réalité, ces sources de financement, elles doivent être bien clairement déclarées quand on se présente devant n'importe quel groupe de personnes devant laquelle on parle de projet de recherche. Alors, ce que je vais faire dans les 20 minutes qui viennent, c'est essayer de, enfin pas essayer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un essai clinique, quelle est la terminologie que nous utilisons, quelles sont les phases de développement et ce qui se passe quand on arrive à la mise sur le marché. Mais je vous donnerai aussi quelques données très importantes de principes d'éthique, réglementation, les règles de bonne pratique clinique, le phénomène de consentement éclairé et enfin la déclaration de lien d'intérêt. Et là, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, pour bien s'entendre sur les mots, il y a trois choses qu'il faut savoir sur les essais cliniques. Il y a d'abord le lieu où se tient la recherche, il y a l'échantillonnage, c'est-à-dire la population de patients, le type de patient à laquelle on va s'adresser, et enfin le traitement qui est utilisé. Pour ce qui est du lieu de l'essai, vous avez deux solutions, deux possibilités. Soit vous avez une étude multicentrique, soit vous avez une étude monocentrique. Monocentrique, c'est une étude un seul centre. C'est une étude clinique qui est réalisée soit à l'hôpital Erasme, soit à l'USL Leuven, mais qui n'est pas réalisée ailleurs. Une étude multicentrique, elle prend plusieurs centres. Alors c'est souvent pas une étude nationale, mais souvent des études internationales qui reprennent plusieurs centres. Pour vous donner une petite idée aujourd'hui, pour faire une étude clinique dans l'HTAP avant mise sur le marché, on estime qu'il faut à travers le monde à peu près 140 centres investigateurs. C'est beaucoup et c'est très peu à la fois. Donc voilà, multicentrique contre monocentrique, ça c'est le lieu où se situe l'essai. L'échantillonnage se fait par
tirage au sort. C'est ce qu'on appelle le processus de randomisation. Donc, on a une phase, une fois qu'on a fait la recherche de votre candidature, de la candidature des patients à la participation à l'essai, on a ce qu'on appelle un tirage au sort qui assigne les personnes dans un groupe ou dans un autre. Ce tirage au sort ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un tirage au sort en se comparant contre un placebo, c'est-à-dire un traitement qui n'a pas d'effet, mais c'est un tirage au sort qui est fait de façon aléatoire et en général, il est fait indépendamment des centres investigateurs. Et justement, cette phase de traitement, elle est importante. Il y a trois possibilités. Il y a une possibilité qui est ce qu'on appelle le double blind, le double aveugle, ou le double insu en français, où ni le patient ni l'investigateur ne sont au courant du groupe dans lequel le patient a été tiré au sort. Vous avez le simple aveugle, là c'est le patient qui ne sait pas dans quel groupe il a été tiré au sort, et vous avez ce qu'on appelle un essai ouvert, où les deux parties savent dans quel groupe effectivement, le traitement a été assigné. L'essai ouvert, c'est souvent un essai qui vise à confirmer l'efficacité d'un traitement ou à en vérifier l'absence de problèmes de sécurité. Ce phénomène de double aveugle et de simple aveugle, il est aussi indépendant du sponsor, dans la mesure où le sponsor lui-même ne peut pas savoir et ne sait pas dans quel groupe vous avez été assigné, vous avez été tiré au sort. Alors, vous avez aussi deux terminologies, deux mots qui sont importants. La distinction entre ce qu'on appelle une étude pilote et une étude pivot, c'est ce qu'on appelle pivotal study en anglais. L'étude pivot, c'est finalement l'étude qui est la plus importante et qui précède l'autorisation de mise sur le marché. Alors, une étude pilote, c'est une étude de preuve du concept, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez l'idée qu'une molécule puisse avoir un effet sur un critère de jugement dont on veut vérifier l'intérêt sur des critères d'efficacité. Mais dans une étude preuve de concept, on a un souci qui est permanent au cours de tout le développement clinique, c'est le souci de votre sécurité, de la sécurité des patients qui acceptent de participer à l'essai clinique. Donc, vous n'avez pas seulement l'effet d'efficacité, mais vous avez aussi l'effet d'innocuité. Autrement dit, on veut être certain que le traitement qui est testé soit inoffensif pour les patients. C'est souvent ce que l'on va retrouver dans les études de phase 2. Je vais vous expliquer juste après ce que sont ces études de phase 2. Alors, la deuxième étude, c'est ce qu'on appelle l'étude pivot. Ça, c'est toujours une étude multicentrique comparée au placebo. Donc, il y a un tirage au sort dans un groupe qui reçoit un médicament et un groupe qui reçoit un médicament, c'est pas un faux médicament, mais c'est un médicament qui n'a pas d'effet. En général, la population ciblée est relativement large. Ce sont des études qui se font au niveau mondial et c'est cette étude pivot qui détermine l'autorisation de mise sur le marché et donc qui permet aux autorités sanitaires de juger de l'efficacité, de la bonne tolérance et de l'innocuité d'un traitement avant qu'il soit disponible et qu'il soit dit remboursable. Les critères de jugement pour vérifier l'efficacité, mais aussi la sécurité, sont des critères qui sont relativement stricts. Alors, on peut discuter de ça un tout petit peu plus en détail, mais je vais vous montrer à quoi ressemblent ces critères de jugement. Ils sont importants, et donc de nouveau, je suis désolé, c'est en anglais, mais ce qu'on mesure dans les essais cliniques, ce sont des critères d'efficacité, des critères de sécurité et des critères de tolérabilité et de maintenance de l'effet. Donc on ne se contente pas de voir un effet sur le court terme, on veut aussi savoir si sur le long terme, un traitement qui est prescrit ou qui est testé dans un essai clinique est un traitement qui tient la route et tient l'épreuve du temps. Dans les critères d'efficacité, ce que nous dit la Food and Drug, Association, qui est la société finalement régulatoire américaine, c'est que, au fond, les autorités de régulation nous disent, vous choisissez n'importe quel critère de jugement, pour autant qu'il reflète comment un patient se sent, comment il fonctionne ou comment il survit. Donc, feel, function, survive, c'est vraiment le fondamental des critères de jugement que l'on va appliquer à nos essais cliniques. Et ces critères sont relativement variables en fonction de la phase de développement et effectivement en fonction de ce qu'on va démontrer. D'ailleurs, la Food and Drug Administration, comme l'Agence européenne du médicament, nous disent à nous, investigateurs, et disent au laboratoire, ce que vous allez démontrer dans votre étude pivot, c'est ce que vous aurez comme
Critères de remboursement. Donc, vous voyez les petites notices que vous avez dans les boîtes de vos médicaments, ben, c'est le fruit d'une longue démarche de développement clinique et d'une longue démarche de surveillance de sécurité des médicaments. Et donc, si par exemple un essai clinique veut vérifier l'efficacité d'un traitement sur l'amélioration de la distance de marche de 6 minutes, l'indication du traitement sera le traitement X est indiqué pour améliorer la tolérance à l'effort, donc function, mesuré par le test de marche de 6 minutes. C'est ça qui est important et c'est ça qui sera reflété dans les notices des traitements que vous pouvez lire. Les critères de sécurité sont fondamentaux. Ils sont pilotés dès le début, dès l'inclusion dans l'essai clinique. On vérifie plein de choses. On vérifie évidemment les effets indésirables qui sont la conséquence du médicament à l'essai, mais on vérifie aussi l'ensemble des effets indésirables. Ils ne peuvent avoir absolument aucun lien avec l'essai clinique. L'exemple qui est tout à fait simple, vous êtes dans un essai clinique avec un médicament, vous avez un accident de trottinette, nous allons rapporter l'accident de trottinette comme étant un événement indésirable. C'est donc un événement qui n'était pas prévu, même si on peut être plus ou moins adroit avec une trottinette. Mais c'est important parce que ça nous permet justement de passer à la troisième étape et la troisième point que vous voyez ici, ce sont les événements indésirables émergents. Imaginons que un patient en Belgique a un accident de trottinette, un autre en Corée a la même chose, il y en a 10 aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle un effet indésirable émergent et on va s'intéresser à cette question de façon plus spécifique pour pouvoir déterminer s'il peut y avoir un lien avec les procédures de l'essai clinique ou bien avec le traitement à l'étude. Donc ces éléments sont monitorisés en permanence tout au cours de l'essai et tout au cours du développement d'une molécule. Et enfin, vous avez des critères de tolérance et de maintien de l'efficacité qui sont finalement aussi observés tout au long du développement clinique. Alors, comment on fait pour amener un médicament et nous permettre de vous le prescrire? Bien, il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. Il y a la première étape qui est, je vous l'ai dit, la recherche fondamentale et l'identification des cibles thérapeutiques. Donc, à ce stade-ci, on ne s'intéresse pas encore à la molécule elle-même et on se dit, tiens, cette cible-là intervient dans le développement de la maladie. On va essayer de l'attaquer ou de la cibler, c'est le cas de le dire, et on va le faire dans une phase préclinique. Dans cette phase préclinique, on va identifier des molécules candidates pour cette cible spécifique. Une fois qu'on aura déterminé et qu'on aura sélectionné une ou plusieurs molécules candidates, on va passer à la phase 1 de développement. On va s'intéresser là à des sujets sains. On va déterminer la sécurité, la façon dont le médicament est métabolisé. On va déterminer la dose et on va déterminer la tolérance, donc monitoriser, mesurer les effets indésirables. Il peut arriver que les phases 1, et c'est d'ailleurs de plus en plus la tendance dans l'HTAP, commencent déjà chez l'être humain parce que, par exemple, on sait qu'on a une cible thérapeutique pour laquelle on estime qu'il faut soit accélérer le processus de développement, soit on a une cible thérapeutique dont on sait par avance qu'elle ne va pas donner de problème au niveau de la sécurité et au niveau de la tolérance. La phase 2, ce sont toujours des patients sécurité, dosage et signal d'efficacité. Cette phase 2 est plus petite, plus courte en temps et plus petite en nombre de patients et elle va avant tout vérifier et s'assurer de votre sécurité. Au cours de cette phase 2, on va également essayer de déterminer, quand c'est adéquat, quelle est la dose optimale de traitement qui sera utilisée. La phase 3 est très importante, c'est la phase d'efficacité long terme contre placebo. Je vous ai dit, c'est l'étude pivot, c'est celle qui va permettre et qui va contribuer la mise sur le marché d'un nouveau traitement. Et enfin, vous avez une phase 4, qui est une phase post-autorisation de mise sur le marché, dont l'objectif numéro un est de vérifier la sécurité sur le long terme. Je vais vous prendre deux exemples. L'exemple, c'est le premier traitement oral qui ait jamais été mis sur le marché dans le monde, qui est le Bosantan. Il y avait une alerte sur le risque d'avoir une anomalie des tests de la fonction du foie, mais on a voulu
faire un registre qui a été un registre de plus de 4000 patients dans le monde, qui nous a permis de confirmer la sécurité à long terme du traitement. On a fait exactement la même chose avec l'embrisantan. On a aussi mis en place un registre qui nous a permis de montrer que la sécurité était au rendez-vous. On n'a pas tellement regardé la sécurité dans ces cas-là, mais vous pouvez aussi faire une phase 4 en utilisant des traitements qui sont disponibles. C'est le cas, comme je vous l'ai dit, de l'étude en mission qui a montré la supériorité de la combinaison embrisantan-tadalafil à embrisantan ou tadalafil tout seul. Donc ceci vous décrit un petit peu les phases de développement. Et donc si vous avez participé à un essai clinique ou si vous êtes candidate et candidat à un essai clinique, on vous indiquera de façon très claire la phase de développement dans laquelle on se situe. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, quand on fait de la recherche fondamentale, qu'on a identifié une cible, on a identifié plus de 10 000 molécules qui peuvent être candidates à cibler le mécanisme qui est anormal. La phase préclinique, vous avez 250 molécules. Dans la phase 1, vous avez une seule molécule qui est testée chez 10 à 20 patients. La phase de 30 à 100, dans le cas où on a une recherche de dose, et maintenant, on est même passé un petit peu au-dessus, on est aux alentours de 200, 250 patients. Et la phase 3, alors j'ai mis plus de 4000 patients, ça c'est plutôt pour des essais cliniques dans l'insuffisance cardiaque. Dans l'HTAP, on est quelque part entre 600 et 1000 malades. Donc c'est quand même un nombre qui devient assez conséquent. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un accès au monde entier, si vous voulez, pour montrer l'efficacité. Il faut 1 à 3 ans pour choisir des molécules, 18 mois en moyenne. Il faut 2 à 10 ans, en moyenne 5 ans, pour passer de la phase 1 et la phase 3. Donc quand on veut développer un nouveau médicament, à partir du moment où on a identifié une molécule cible qui pourrait être utile pour contrer ce que provoque la maladie, il faut à peu près 8 ans pour terminer la phase 3. Ce n'est pas encore la mise sur le marché, mais c'est 8 ans avant de terminer un essai clinique. Et enfin, vous avez une dernière étape qui est très importante. Quand vous avez accompli toutes ces étapes, vous avez des publications scientifiques. Donc, les résultats doivent être publiés dans ce qu'on appelle des revues des revues à comité de lecture sélectif et une revue qui est indépendante par les pairs. Je vous prends un exemple. Je suis investigateur dans un essai clinique, que je sois co-auteur du papier ou simplement dans les remerciements parce que nous avons participé à l'essai, je ne peux pas faire la revue de la publication. Et si je suis éditeur dans le journal qui prend la publication en charge, je ne peux pas avoir accès au processus de revue par les pairs, de façon à ce que cette revue se fasse de manière anonyme et indépendante. Et ça, c'est très important parce que c'est finalement le plus important dans notre métier, c'est d'avoir une publication qui nous permet alors d'aller vers les autorités sanitaires et d'établir nos recommandations. Alors, comment se fait la phase de régulation une fois qu'on a terminé l'essai clinique médicamenteux? Eh bien, le laboratoire, pas nous, mais le laboratoire, va à l'Agence européenne du médicament avec le package complet. Il va avec les données précliniques, phase 1, phase 2 et phase 3. Et c'est avec ça qu'on demande l'autorisation de mise sur le marché à l'Agence européenne du médicament. Il y a à l'Agence européenne du médicament un groupe qui est particulièrement rude, à juste titre, qui est le groupe qui s'occupe de la toxicologie et de la toxicité, qui épluche, je peux vous assurer avec énormément de détails, les aspects précliniques, les aspects de développement, qui vérifient les doses toxiques et qui demandent et qui posent énormément de questions au laboratoire, d'ailleurs en général sur ces aspects qui sont plus des aspects chimiques et pharmacologiques. Évidemment, il y a tout le reste qui est fondamental. Et une fois que l'Agence européenne des médicaments a donné son verdict en Belgique, eh bien, le dossier est soumis par le laboratoire à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, qui prend alors la décision d'autoriser la mise sur le marché sur le territoire belge. C'est donc un processus en 2 temps, approbation centrale par l'Agence européenne et approbation ou pas d'ailleurs par l'Agence fédérale belge du médicament. Quel est le rôle? Et d'ailleurs, tout ceci, je crois que j'ai mis ça, parfois, tout ceci se fait avant la publication scientifique. En général, ça se fait quand on a déjà un article qui a été revu par les pairs et qui est suffisamment mûr pour être communiqué. Donc, le laboratoire peut décider d'aller faire sa demande avant
que la publication de son dernier article soit acceptée. Quel est le rôle de l'Agence européenne du médicament? Et ça, c'est très important et c'est très différent de ce qu'on a connu il y a 20 ans. Ça, c'est l'avantage, c'est que vous avez une évaluation centralisée du dossier avec un pilotage qui est fait en général par 2 ou 3 États membres de l'Union européenne, qui donne son avis sur la sécurité et l'efficacité, mais qui ne donne aucun avis sur le prix du médicament. C'est pas le boulot de l'agence européenne. Le boulot de l'agence européenne est de dire ce traitement est efficace et ce traitement est sûr. C'est important de savoir que les rapporteurs, qui sont les 2, 3 États membres, alors on se rend compte que c'est souvent les mêmes nations qui regardent les dossiers. Je sais pas, enfin bon, il y a plein de raisons euh, peut-être politiques, mais les Pays-Bas sont très souvent impliqués dans le processus d'évaluation. D'autres pays européens, parfois c'est la Belgique, parfois c'est la France, parfois ce sont d'autres pays qui participent à l'élaboration du dossier. Mais attention, il doit y avoir une unanimité de l'ensemble des représentants des États membres de l'Union européenne pour autoriser la mise sur le marché. Ce que peut faire l'Agence européenne du médicament, c'est dire ce traitement est sûr, donc il n'y a pas de danger pour la santé des personnes. Ce traitement est efficace, mais l'efficacité est minime par rapport à ce qui est déjà disponible. C'est un avis qui peut parfaitement être rendu et qui a déjà été rendu d'ailleurs par le passé dans certaines situations. Une fois que l'Agence européenne du médicament a donné son avis, le laboratoire décide de soumettre à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé belge un dossier d'autorisation de remboursement. Et bien sûr, parce qu'on est en Belgique, les choses ne se font pas nécessairement de façon très simple, puisqu'il y a 3 interlocuteurs qui vont chacun donner leur avis à peu près, alors pas n'importe quand dans la procédure, mais au fur et à mesure de la procédure. Vous avez évidemment le service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, autrement dit le ministère de la Santé. Vous avez aussi l'INAMI qui va donner son avis via le collège des médecins directeurs des mutuelles, et vous avez le service public fédéral finance qui va lui déterminer si le prix demandé ou qui va fixer le prix en fonction d'un certain nombre de critères pharmaco-économiques aussi. Vous imaginez bien qu'il y a là-dedans une négociation qui se fait avec le sponsor pour essayer de gratter un petit peu sur les produits déjà existants. Mais clairement, tout ceci et ce processus d'approbation ne se fait que si on estime qu'il y a une vraie plus-value du traitement qui est proposé à la mise sur le marché. Le processus de revue par l'Agence européenne du médicament prend environ 6 mois et le processus de revue au niveau belge prend entre 6 mois et 1 an parce que vous avez compris qu'il y a une complexité supplémentaire que n'a pas l'Agence européenne, c'est-à-dire la détermination du prix par notre service public fédéral, le SPS, le SPF, pardon, finance. Ça, c'est un peu le processus tel qu'il existe. Et ce que je vous propose peut-être maintenant de faire, c'est de passer à l'autre partie qui est finalement, en tout cas en ce qui me concerne, extrêmement importante, c'est finalement qu'est-ce que c'est que l'éthique et quels sont les principes de l'éthique qui nous amènent à réaliser ces essais cliniques. D'ailleurs, j'en profite, j'aurais dû le faire dès le début. Normalement, j'aurais dû être accompagné par le professeur de Wachter et par Monsieur Gaillet. Le professeur de Wachter, que vous savez, est un des 3 médecins de l'équipe, et Frédéric, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu affaire à lui. Frédéric est notre study nurse, hein, donc c'est notre coordinateur de recherche clinique. Frédéric est infirmier, c'est lui qui nous aide à mettre sur pied les études, et il pourra d'ailleurs, je crois qu'il est, oui, il est là, il pourra, si vous le souhaitez, répondre à des questions qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques. On pourrait rien faire si Frédéric n'était pas avec nous pour plus que nous aider. Donc les principes éthiques sont très importants, et c'est important que vous sachiez en tant que patient que notre souci principal, c'est de vous protéger. Nous sommes employés par un hôpital. Notre serment Pledge of Allegiance, il est vis-à-vis de vous et il n'est pas vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, il n'est pas plus d'ailleurs vers nos autorités sanitaires. Notre rôle, finalement, c'est de vous aider, et dans vous aider, il y a aussi vous protéger. Et pour vous protéger, il y a un certain nombre de réglementations qui sont mises en place que je vais vous détailler dans les minutes qui viennent. La genèse, en fait, des principes de l'éthique viennent de la sinistre histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la loi de Nuremberg qui a
a, comme vous le savez, condamné les crimes perpétrés par le régime nazi, qui non seulement a été responsable de millions de morts, mais aussi responsable de dérives dans l'éthique scientifique. Et je vous montre ici un article qui, vous voyez que ça date de 1990, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, ça m'avait frappé en tant que jeune médecin de tout d'un coup voir apparaître dans une revue médicale, le New England Journal of Medicine, c'est le Graal quand on veut faire une publication, avoir son nom dans le New England, c'est ce que espère n'importe quelle personne qui fait de la recherche. Et cet article faisait référence à la science perpétrée par les nazis dans les camps de concentration et en particulier les expériences qui ont été réalisées en hypothermie. Donc c'est une atrocité sans nom, mais il se trouve que ce que nous savons des conséquences physiologiques de l'hypothermie est dérivé d'observations qui ont été faites dans les camps de concentration sur évidemment des volontaires qui étaient pas du tout volontaires. Et donc cet article pose vraiment la question de l'encadrement éthique et de ce qu'on peut faire, même de données qui ont été collectées dans des conditions qui sont éthiquement non défendables. Et la position qui a été unanime à la suite de cet article a été de dire on ne peut pas considérer ces expérimentations, on ne peut pas y faire référence et on ne peut pas les développer pour, dans des projets de thèse ou quoi que ce soit. Mais ceci vient finalement des lois de Nuremberg qui ont été mises en place en 1947 après le tribunal international et qui a édicté 10 règles. C'est ce qu'on appelle le code de Nuremberg qui a été modifié mais qui est encore valable aujourd'hui. En 1948, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme et on pourrait dire des droits de l'être humain ou de la femme, principe de sécurité et de dignité de la personne humaine qui dépasse le cadre de l'investigation. Mais c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant une situation digne pour une personne humaine qui vit sur cette terre. En 1949, c'est le Code international d'éthique médicale. C'est le tout premier code qui a permis de déterminer ce que l'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire quand on fait de la recherche clinique. Et 1964, c'est la fameuse déclaration d'Helsinki, c'est celle qui nous dit et qui finalement met sur place les grands principes de la recherche clinique qui sont encore appliqués aujourd'hui. Alors vous avez d'autres lois, vous avez une réglementation européenne et belge qui date de 2004, qui finalement sont un peu comme les Pokémon, des avancées ou des évolutions des lois qui ont été précédentes. Je ne vais pas vous lire le code de Nuremberg, mais si vous avez l'occasion, on le trouve sur Wikipédia. C'est vraiment important de relire ces 10 règles. Elles sont vraiment fondamentales. Je vais simplement vous donner l'article 1 du code de Nuremberg qui dit ceci: l'expérimentation sur l'homme pour le bien de la société est admissible et stipule que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel et doit être préalable, sous-entendu, à l'expérimentation. Ceci a une conséquence encore aujourd'hui, qui est une conséquence, alors on peut la qualifier de géopolitique, mais vous savez qu'il y a eu plusieurs scandales liés à la transplantation d'organes prélevés chez des prisonniers en Chine. Eh bien, les publications chinoises qui concernent la transplantation ne sont plus autorisées depuis plusieurs dizaines d'années parce que nous savons que le consentement n'est pas libre quand vous demandez à un prisonnier de participer à un essai clinique. Et donc, vous voyez que l'application de ce code, encore aujourd'hui, et de ce premier article, finalement protège les sujets et dissuade les chercheurs déviants pas la ville, mais déviants en un seul mot, de perpétrer ce qui finalement peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Alors, vous avez 4 niveaux réglementaires. Vous avez le niveau international, ce sont les bonnes pratiques cliniques et la déclaration d'Helsinki. Ce sont des règles finalement générales, c'est un peu du gros bon sens. Vous avez la nouvelle directive européenne de 2004. Vous avez un critère national avec la création de comités d'éthique nationaux. Et aujourd'hui, on a des comités qui sont décentralisés. Il y a en Belgique 8 comités d'éthique qui sont habilités à donner un avis sur l'ensemble de la recherche sponsorisée par l'industrie réalisée dans notre pays. Et enfin, vous avez des procédures internes qui sont déterminées par les facultés, les hôpitaux. À Erasme comme à l'UZ, on a des comités d'éthique hospitalo-facultaires, donc qui concernent pas seulement ce qui se fait chez les patients, mais aussi ce qui se fait chez les sujets sains. Vous avez, pour les bonnes pratiques cliniques, vous avez 13 principes. Je ne vais pas les détailler, mais il faut savoir que ces principes de bonne pratique clinique reposent sur 3 principes fondamentaux. C'est le respect des personnes, la bénéficence
et la justice. Et vous avez ici la liste, je ne vais pas la détailler, mais vous avez ici la liste de ces 13 points principaux qui vous qualifient en tant que bonne pratique clinique. Je vais simplement insister sur un point. Toute personne qui veut participer à une recherche clinique dans une structure qui dispose d'un comité d'éthique et qui doit participer à l'essai clinique tout court, doit avoir passé ce certificat de bonne pratique clinique qui doit être renouvelé tous les 2, 3 ans. Frédéric, tu me corrigeras, je ne sais plus très bien si c'est 2 ou 3 ans, mais ce certificat doit être renouvelé et vous impose de passer un petit training qui explique un peu les fondamentaux de ces bonnes pratiques cliniques, qui est important évidemment, et dans notre hôpital, 100% des chercheurs ont ce certificat et dans notre équipe, 100% évidemment des personnes en disposent aussi. Ce sont, avant le début de l'investigation, on doit montrer patte blanche et ça concerne les investigateurs, les data managers, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de gérer la collecte des données, et enfin les infirmiers ou infirmières de recherche. Et vous avez les critères, par exemple, l'investigateur. Pour être investigateur dans un essai clinique, vous devez avoir un numéro dynamique, vous devez être autorisé à pratiquer en Belgique, vous devez consacrer du temps à l'essai, c'est votre rôle d'obtenir le consentement, c'est votre responsabilité d'assurer l'intégrité du staff et c'est votre responsabilité devant les institutions. Et donc, de nouveau, ici, il y a une responsabilisation importante de l'investigateur qui est responsable de n'importe quel événement, de n'importe quel incident et qui est évidemment responsable de protéger les patients contre les effets indésirables ou les différents problèmes qui peuvent se poser. Ce principe de consentement éclairé, d'ailleurs, est fondamental. On ne vous fera jamais participer à un essai clinique sans vous demander votre autorisation. Il doit être préalable à l'inclusion. Il donne le top départ de l'étude pour le patient. Il doit être recueilli et signé par l'investigateur et le patient. Vous devez avoir suffisamment de temps pour réfléchir et il y a 8 éléments indispensables qui doivent figurer sur le document. Donc, on vous propose de participer à un essai clinique. On ne va jamais vous demander de signer tout de suite officiellement votre accord. On va vous laisser le temps de réfléchir à la proposition. Et vous avez ces 8 points très importants qui doivent figurer dans le consentement éclairé. On a d'ailleurs des modèles qui sont utilisés par le comité d'éthique et qui sont aussi utilisés par les labos. Description de l'investigation, risque et inconfort liés à l'étude, bénéfices, procédure ou traitement alternatif. 3 points importants, la confidentialité, donc votre confidentialité, votre anonymité, oui, je crois que ça se dit, l'assurance, la compensation en cas de dommage, les contacts et le fait, ça c'est la dernière page, votre participation volontaire à l'essai clinique. C'est ça le principe du consentement éclairé. On doit pouvoir s'asseoir avec vous, répondre à vos questions, vous expliquer ce qu'on veut faire. Frédéric nous aide énormément à répondre à vos questions, à revoir avec vous des éléments de l'investigation ou des questions que vous pourriez vous poser au sujet de votre participation. Un point important, un patient ou un sujet d'étude, c'est vrai pour un participant à une étude, peut retirer son consentement à tout moment et même réclamer la destruction de ses données. Imaginons que vous acceptez de participer à un essai clinique, vous décidez, quelle que soit la raison qu'on ne vous demandera jamais d'expliquer, vous décidez de retirer votre consentement et vous avez donné votre accord pour que, par exemple, on stocke une partie de votre plasma pour des recherches futures dans ce qu'on appelle une biobanque. Et bien, vous pouvez demander la destruction des échantillons de plasma qui auront été que vous auriez donné l'autorisation de garder. C'est la même chose avec n'importe quel produit qui sont des produits qu'on considère comme étant des produits entre guillemets. Bon, alors on appelle ça des déchets ou des échantillons qui ne sont pas utilisés, c'est par exemple l'échantillon d'urine, l'échantillon de sel, tout ce qu'on veut. Pour ça aussi, il faut un consentement. On a besoin de demander votre accord pour pouvoir utiliser ce que vous n'utiliserez plus, en l'occurrence. Mais donc, on peut demander la destruction de ces données quand on retire son consentement. On n'est pas obligé d'expliquer pourquoi. Alors, je vais terminer maintenant
Je me rends compte qu'on n'a pas parlé beaucoup de ce processus de tirage au sort, mais on pourra en parler au cours de la discussion si vous le souhaitez. Un dernier point qui est hyper important, la déclaration des liens et des conflits d'intérêts. Il faut faire la distinction entre les deux. Vous savez que cette période de ces dernières années a mis en lumière un mélange assez indigeste sur les réseaux sociaux et même dans la presse sur les conflits d'intérêts qu'il faudrait déclarer à chaque fois qu'on s'exprime en tant que médecin. Et donc, il faut faire la distinction entre un lien et un conflit. Un lien d'intérêt, c'est l'existence d'un contrat de fait ou réel entre un industriel et un médecin, puisqu'on prend l'exemple du médecin, dans le cadre duquel l'industriel fournit un avantage financier aux nature au médecin. Et vous voyez que l'avantage financier, c'est un contrat de consultance, la demande qu'on vous fait de faire partie d'un comité d'experts, mais c'est aussi un lien en nature. L'hospitalité, le petit déjeuner, la rémunération, la prise en charge d'un voyage, tout ceci, ce sont ce qu'on appelle des liens d'intérêt. N'importe quel avantage financier. On est au séminaire de n'importe quel service et les sandwichs sont offerts par le laboratoire X. Vous avez un lien d'intérêt avec ce laboratoire si vous mangez le sandwich et si vous signez le papier disant que vous avez mangé le sandwich. Le conflit d'intérêt suppose non seulement l'existence du lien d'intérêt tel que j'ai décrit avant, mais que l'avantage perçu par le médecin ait un impact sur l'indépendance de celui-ci. Donc, c'est une question de, de, de perception. Ça n'est pas moi qui devais décider si j'ai un conflit d'intérêt. Je vais déclarer mes liens d'intérêt et ce sera à vous, dans le public, de déterminer si ce lien d'intérêt représente un conflit. Mais il faut évidemment qu'il y ait une existence et il faut que ce lien d'intérêt soit effectivement déclaré. Dès lors que vous êtes engagé dans une situation ou dans une activité, quelle qu'elle soit, où le lien d'intérêt peut être perçu comme un conflit, j'insiste, c'est une perception. Vous ne devez pas montrer qu'il y a un conflit. Perception suffit. Ce lien d'intérêt doit être déclaré. Et il est déclaré à plusieurs niveaux. Vous avez vu ma première dia, là, la deuxième, c'est en général la deuxième, on déclare ces liens d'intérêt, mais c'est aussi vrai pour les publications scientifiques, c'est très important, pour les réunions scientifiques, pour les contrats de consultance. Donc, quand vous avez un contrat de consultance avec, par exemple, l'agence belge du médicament peut vous appointer en tant qu'expert externe pour vous consulter sur un dossier. C'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. Mais on vous demande effectivement de déclarer vos liens d'intérêt, c'est très important. Et quand vous faites partie du comité de pilotage d'une étude ou dans le comité de surveillance d'une étude, c'est-à-dire ceux qui de manière indépendante vérifient que l'intégrité de l'étude soit bien assurée, ben vous avez aussi une déclaration et cette déclaration, elle doit être mise à jour à chaque fois qu'un nouveau lien apparaît. D'ailleurs, dans les réunions scientifiques, quand on a des réunions qui sont plutôt confidentielles, par exemple, vous êtes dans le comité de pilotage d'un essai, la réunion commence par est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui doit déclarer un nouveau lien d'intérêt? Et j'insiste, ce lien est déclaré, le conflit, c'est vous qui décidez s'il existe ou pas. Euh, c'est obligatoire pour tout médecin qui intervient dans l'évaluation des dossiers pour l'Agence européenne du médicament et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, c'est obligatoire comme membre du comité d'éthique et c'est rendu obligatoire par de nombreuses institutions. Notre hôpital impose maintenant une déclaration des liens d'intérêt qui devrait normalement figurer et être rendue publique sur le site de l'hôpital. Mais en tout cas, quand vous collaborez avec les autorités sanitaires, vous devez remplir ce lien. Et ça, c'est par exemple la première page de ce que je remplis, moi, en tant que, entre guillemets, en tant qu'expert, quand je travaille avec l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. C'est très important aussi pour la publication scientifique. Il faut que le, euh, le comment dire, les éditeurs du journal, mais aussi les reviewers, c'est-à-dire ceux qui vont relire votre papier, sachent où vous vous situez en tant que co-auteur ou co-auteur d'un article. Et vous avez, et là aussi, ça c'est quand même l'effet favorable de la globalisation, la plupart des journaux sérieux adhèrent au comité international des éditeurs des journaux médicaux qui vous demande, et c'est une formulation, et c'est en fait un document unique pour pratiquement 100% de toutes les publications, vous utilisez ce document pour rendre public vos conflits d'intérêts potentiels, potential conflict of interest. C'est pas moi qui vais juger de nouveau, ce sont les lecteurs et c'est vous, par exemple, au cours de ce séminaire. Et ce qui se passe, c'est que ça arrive au bout du compte sur
la publication scientifique. Comme vous voyez ici, ce sont les dernières proceedings du congrès, dernier congrès mondial de 2018. Vous avez conflict of interest, et là, vous avez tous les détails. Consultancy, speakers fee, investigateurs, etc. De nouveau, tout ceci ensuite est validé ou pas comme étant un conflit d'intérêts par les lecteurs ou par n'importe quelle personne qui serait intéressée de savoir où se situe la personne qui vous parle. Et ça reprend effectivement les liens qui sont ici détaillés. Il y a même des journaux qui demandent de publier les sommes qui sont allouées en forme de tranche. Il faut évidemment faire la distinction entre un sponsoring pour la recherche clinique, c'est-à-dire ce qui compense le temps qui est fait pour développer un essai clinique, et un travail plus personnel de consultance qui est de toute façon en lien avec les activités institutionnelles. Voilà, ceci pour vous dire que les règles d'éthique et les principes de la recherche sont faits pour tout le monde, euh, le plus malin et le moins malin de l'ensemble des investigateurs. Personne n'est au-dessus des règles, et j'aime beaucoup montrer cette diapositive d'une des personnes qui a fait le plus de tort à la recherche, certainement en France, mais dans le monde, qui est le professeur Raoul, qui vous savez est un microbiologiste. Alors tout le monde pense qu'il est infectiologue, en réalité c'est un microbiologiste qui a été, dont les publications ont fait l'objet de différentes enquêtes qui ont entraîné, sans expression of concern, donc dans 100 de ces articles, quelqu'un a estimé qu'il y avait un problème, et qui pouvait d'ailleurs nécessiter la rétraction. Et dans l'immense majorité des cas, plus de 90 articles, les expression of concerns concernaient des brèches, ou plutôt des fautes, dans les procédures éthiques et dans les procédures de recueil du consentement. Mais heureusement, la Belgique est un peu loin de Marseille, et on espère ne pas être contaminé par cette problématique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Vachery. Je ne sais pas s'il y avait déjà des questions. J'envoie dans le chat, Wendy. Est-ce que je les lis? Oui. Ah oui, oui, je vois. Il y a la question d'Anne. Avez-vous une idée de la durée de ce processus de recherche fondamentale jusqu'à la mise sur le marché? Ah, merci beaucoup, Anne. C'est une question qui est très importante. En fait, cette durée peut être extrêmement variable et dépend des circonstances. Donc, je prends l'exemple de l'HTAP. Il nous a fallu 20 ans pour déterminer quelles sont les anomalies génétiques qui prédisposent à l'hypertension pulmonaire. La toute première, d'ailleurs, je me souviens très très bien, parce que c'était justement en 98 au Congrès d'Évian qu'on a pour la première fois eu l'information que le gène BMPR2 muté était un élément de prédisposition à l'HTAP. Tout le monde imaginait, évidemment à tort, qu'on avait enfin trouvé le gène de la maladie, qu'on allait pouvoir travailler dessus. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de gènes qui sont anormaux dans l'HTAP, qui font l'objet de recherche. Eh bien, on a aujourd'hui, en 2024, des essais cliniques qui vont commencer, qui vont cibler plus spécifiquement les anomalies génétiques et les anomalies des récepteurs. Ce pas les anomalies génétiques, mais les anomalies qui sont codées par les récepteurs du médical, les récepteurs anormaux à cause de ces mutations. Donc il peut falloir une vingtaine d'années. Le contre-exemple, c'est une maladie plus fréquente, comme les infections les infections de SARS-CoV-2, dont on a très vite identifié les anomalies, dont on connaissait très bien les méthodes pour développer de nouveaux médicaments. On a simplement appliqué une nouvelle méthodologie, qui est la fameuse méthodologie du micro-RNA, pour transporter les plasmides du virus pour fabriquer le vaccin. Donc là, le délai a été plus court. Sauf que la recherche sur l'ARN messager, c'est une recherche qui dure depuis plus de 20 ans. Début des années 90, on savait déjà presque tout ce qu'on devait savoir sur l'ARN messager. Et il a fallu attendre encore 20 ans pour que ça puisse arriver. Et là aussi, je pense qu'on a vu qu'il y avait une accélération de la recherche, non seulement financière, mais aussi ils ont fait, je pense, la phase 1, phase 2. Ils n'ont pas attendu l'un pour commencer Exact. l'autre. J'ai bien compris. Exact. C'est très juste, Wendy. Et ça, c'était dicté d'une certaine façon par l'urgence sanitaire. Alors, il ne faut pas faire beaucoup d'angélisme. Il y a des enjeux financiers qui sont énormes pour les laboratoires qui développent les médicaments. La nouveauté, et moi, ça m'a intéressé en tant que citoyen, c'est que tout d'un coup, tous ces laboratoires qui sont
concurrents ont décidé de financer l'ensemble de la recherche, indépendamment de ce que eux pouvaient apporter. Et c'est peut-être la seule chose qu'on peut reconnaître à Donald Trump, de mon point de vue, c'est d'avoir réussi à mettre ces gens autour de la table pour accélérer les processus de recherche. Mais on a le moyen de faire ça, hein, et on a des moyens statistiques de faire ces phases 1 et 2 à peu près en même temps et de faire rapidement les phases 3. Pour les vaccins, c'est pas très compliqué. Mhm. D'ailleurs, pour le vaccin contre la grippe, ça se fait en général sur 6 mois. Bon, voilà. Mais donc, effectivement, il y a eu un facteur d'accélération qui est donné par un certain degré d'urgence. Dans l'HTAP, il y a eu un facteur d'accélération depuis 2004 et la mise sur le marché du premier traitement oral. Quand on voit entre 2000 et 2005, on a eu tout d'un coup 4 traitements différents qui ont été développés, qui sont ceux qu'on utilise comme les piliers aujourd'hui, qui ont été développés pour traiter la maladie. Oui, et là, je pense qu'il y a aussi c'était un amendement, je ne sais pas, de européen Oui, qui a oui, accéléré parce oui, qu'il y avait plutôt une protection pour les médicaux, pour les maladies rares, non? oui, absolument, absolument. C'est tout à fait vrai. Et je Alors, vois Anne demandait aussi si on a des amendes pour les conflits d'intérêts sévères. Alors, on a des amendes si on dérape. Et donc, très honnêtement, et la main sur le cœur, je connais très peu de médecins qui ont été condamnés à des amendes qui sont effectivement des amendes sévères pour les conflits d'intérêts. En revanche, les industriels, il y a à peu près dans tous les laboratoires, hein, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse plus racheter une virginité qu'un autre, mais il y a des laboratoires qui ont été condamnés à des peines qui peuvent se compter en dizaines de millions de dollars parce que il y a eu pas seulement, oui, il y a eu des conflits d'intérêts. Donc un des grands scandales de ces dernières années, c'est si je me souviens, c'était à Hong Kong ou à Singapour, où les dirigeants d'un labo, qui je pense était GSK, ont été pris avec la main dans le pot de confiture à donner des pots de vin alors en l'occurrence, c'était pas des médecins, mais c'était des agents des autorités sanitaires pour faire accélérer leur dossier. Il y a tellement de garde-fous chez nous que, très honnêtement, bon, on peut jamais jurer de rien, hein, mais pour avoir traîné un peu ma bosse à l'intérieur de l'industrie, je pense que la crainte la plus forte que j'ai rencontrée, c'est celle-là. C'est celle d'être attrapé en termes de conflit d'intérêts. Nous, en tant que médecins, on a aussi des amendes, alors qui sont soit des amendes financières, qui peuvent être des amendes pénales. Alors, c'est jamais des cours d'assises, hein, mais c'est du tribunal de police ou du tribunal correctionnel qui non seulement nous donne des amendes financières, il est prévu dans la loi des peines de prison, mais alors on est dans une autre situation, c'est quand il y a tentative d'empoisonnement, enfin bref, c'est des choses qui sont un peu, qui dépassent un peu le fait de manger un sandwich au séminaire du lundi. En revanche, les industriels sont, eux, extrêmement sévèrement punis quand ils sont pris à déraper. Et là, il y a encore Daniel qui demande, est-ce que vous êtes comme patient protégé par la loi du GDPR Ouais. et la société pharmaceutique pour laquelle vous êtes dans la recherche clinique connaît-elle vos coordonnées privées? Oui, merci beaucoup Daniel pour cette question et rebonsoir, ça fait plaisir de vous voir. Euh, le, Oui, oui, absolument. Le principe est celui-là. Et donc, par exemple, notre comité d'éthique est extrêmement attentif à ce que la protection des données et la protection de l'anonymat, voilà, je cherchais le mot, la protection de l'anonymat soit absolument respectée. Donc, le partenaire industriel n'a aucun moyen de retrouver l'identité du patient. D'ailleurs, quand vous participez à un essai clinique, ce qu'on vous attribue, c'est un numéro. Vous avez un numéro. Alors parfois, c'est le nom du centre, hein, donc c'est ERA 001. C'est le premier patient d'Erasme qui est inclus dans l'essai clinique. Mais même ça, on l'a supprimé pour être certain qu'on n'arrive pas à retrouver le patient. Et donc, il y a un numéro qui vous est attribué au moment du processus de sélection, au moment du processus de screening. C'est un numéro unique. Il n'y a que nous qui savons à qui correspond ce numéro. Dans ce que on nous demande comme données dans les cahiers d'observation qui permettent ensuite de faire de l'analyse, la date de naissance n'est pas rapportée, c'est votre âge qui est rapporté et votre genre. Alors, il y a un grand débat sur la question de race, parce qu'aux États-Unis, on continue à écrire race,
savez que c'est une notion qui est très sulfureuse et qui est basée sur des éléments qui devraient, je pense, complètement disparaître parce que la race signifie, ou plutôt est utilisée automatiquement comme s'il y avait une certaine hiérarchie, ce que nous savons n'existe pas. En revanche, pour nous, il est important de savoir si un patient est d'origine asiatique, parce qu'on sait que les métabolismes de certains médicaments ne se font pas comme ils se font chez les Européens. Euh, D'ailleurs, il y a des études cliniques qui sont faites spécifiquement au Japon et en Corée pour les patients japonais et coréens pour cette raison-là, de la même manière que quand on est noir originaire d'Afrique subéquatoriale, qu'on soit resté en Afrique ou qu'on ait émigré vers un autre pays, on doit le savoir aussi parce qu'il y a des particularités. Alors là, des particularités génétiques, des résistances aux médicaments qui ont été tout à fait bien étudiées. Donc c'est la seule chose finalement qui est rapportée. C'est l'âge. Corrige-moi si je me trompe, c'est l'année de naissance qu'on rapporte, hein, c'est ça, hein. Même pas, non, c'est l'âge, hein, parce que ça dépend aussi Non, d'un peu non. d'un essai à l'autre. C'est l'année de naissance. Ça dépend Ouais, un peu d'un sponsor à l'autre. ouais, c'est Euh, ça. Tout à fait. Mais les Mais la initiales pol- ne font pas partie du code, hein. Non, Donc on non. met pas vos initiales sur le code, hein. C'est juste, c'est un numéro quoi. Vous êtes complètement anonyme. Pas pour nous, mais pour le labo. Vous êtes aussi anonyme pour le système automatique qui assure le tirage au sort, qui vous assigne à un groupe donné. ok, mais la posologie du médicament est de toute façon déjà différente pour un enfant qu'un adulte. Alors, Donc très ça, important aussi, on a des études spécifiques pour les enfants. Et donc, et d'ailleurs, on devrait avoir très bientôt, probablement au mois de septembre, une réunion avec l'Agence européenne du médicament, qui il y a quelques années avait déjà fait un super travail en invitant les experts pour réfléchir aux essais cliniques pédiatriques. Qu'est-ce qu'on fait dans l'HTAP, hein, qu'est-ce qu'on veut faire dans les essais cliniques pédiatriques? euh, Ces essais sont complètement séparés. Vous n'avez pas les mêmes critères de jugement. Alors on peut négocier, hein, on peut dire voilà, 16 ans, bon, voilà, presque adulte. Il y a des pays où on donne le droit de vote à 16 ans. C'est considéré comme dans beaucoup de pays comme étant la majorité sexuelle. Il faut quand même avoir un esprit un peu évolutif, mais jusqu'à présent, c'est plus de 18 ans. Et puis vous avez en dessous de 18 ans, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les moins de 2 ans, 2 à 6 ans, 6 à 12, et alors les 12 à 18. Ça, ce sont des groupes d'individus, et vous avez tout à fait raison, Daniel. On a des posologies qui sont différentes, qui sont adaptées. Et d'ailleurs, ce qu'on fait chez l'enfant, c'est surtout vérifier comment le médicament est métabolisé, comment il est utilisé, comment il est assimilé par l'organisme. Et ça, c'est très différent de l'adulte. Mes copains pédiatres me disent à chaque fois, faut jamais croire qu'un enfant, c'est un adulte en miniature. C'est une situation qui est évidemment complètement différente. J'en profite d'ailleurs pour dire que pour nos patients que nous avons connus petits et qui ont grandi, on doit être très vigilant, et ça, c'était pas quelque chose qu'on imaginait il y a 20 ans, évidemment, on doit être très vigilant au moment de ce passage à l'âge adulte, parce que justement, le dosage doit être adapté, et on voit des différences d'efficacité des traitements. Et donc, on a vu, nous, des situations qui se sont nettement améliorées avec le passage aux doses adultes et aux médicaments adultes. C'est toujours très difficile de déterminer. Nous, on estime qu'à partir de l'âge de 12 ans, on peut y aller avec des doses adultes rapportées au poids, évidemment. Voilà, mais donc ça c'est vrai que c'est important pour la différence entre les enfants et les adultes, en tout cas pour la recherche. et voilà, même, comme vous avez dit, le Bosantan n'est plus dans le marché, quand j'ai bien compris. Mais pour les enfants, c'est la même? Alors, le Bosanton est toujours sur le marché. Mhm. La formulation pédiatrique n'est pas sur le marché. C'est des granules qui permettaient d'avoir des dosages un peu plus fins. Le labo Actelion à l'époque avait jugé que c'était pas utile de le mettre sur le marché en Belgique. Et donc en fait, vous avez des comprimés. Alors, c'est pas des granules. Les granules, c'est ceux qui vont arriver maintenant. Euh, les comprimés pour les enfants, c'est des espèces de trèfles à 4 feuilles qu'on peut couper en quatre Mhm. et qui sont fabriqués spécialement pour avoir dans chacune feuille du trèfle la même quantité, la même posologie de traitement. Bon, nous, on a trouvé l'astuce, enfin, comme énormément de centres, de fabriquer des gélules à partir, par le pharmacien, à partir des médicaments adultes et ça fonctionne tout aussi bien. Oui. En Alors, revanche, il est générique maintenant, le Bosantan, hein, depuis c'est quelques années, générique. hein. Oui, Ouais. oui.
Donc, parce que j'avais pas vraiment compris avec le bon entend, parce que pourquoi il n'y avait pas l'astérix non plus maintenant. Dans la Ah, slide 4, ah oui, dans ma slide, il y avait, oui, il n'y avait pas d'astérix. peut-être que si, mais il me semblait qu'il y avait sur Breath One, la toute première étude, Breath One, je vais vérifier, je vérifierai après. Mais si c'est pas, Oui, mais si j'ai pas c'est mis encore dans l'astérix, le je devrais. marché. Oui, Ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait. ouais, ok. Ok. Alors, je vois qu'il y a encore. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'études cliniques sur l'HTAP et comment savez-vous que vous êtes les seuls à faire une étude spécifique pour l'échelle mondiale? Ah, c'est aussi une question importante. Alors, on n'est jamais seul. Mais vraiment jamais seul. Et donc, si vous allez sur le site de l'Agence européenne, le DRACT, qui vous donne les numéros de code pour les essais cliniques européens, ou le site clinicaltrial.gov, qui est le même pour la Food and Drug Administration, vous tapez le nom d'une molécule d'intérêt et vous voyez le nombre des études, le nom des études, et vous voyez les centres investigateurs. Donc, vous savez tout de suite, même nous en tant qu'investigateurs, on sait tout de suite qui participe à l'essai. Bon, vous savez que on vit dans un tout petit monde, tout le monde se connaît, et quand il y a quelque chose qui marche pas d'un côté, ça se sait au bout de 2 coups de fil ou de 3 chaînes d'email, et quand il y a quelque chose qui se passe bien, ça se communique aussi. On a eu il y a 2 jours les résultats d'un essai clinique qui malheureusement doit s'arrêter. La nouvelle s'est transmise en moins de 3 heures dans notre petite communauté d'experts. Donc, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et vous savez quand vos copains participent, quand ils participent pas. Parfois, souvent, en tant qu'investigateur expert, vous conseillez aussi l'industrie en leur disant, tiens, vous devriez aller voir dans ces pays-là parce que on a des contacts avec des très bons collègues. Je prends un exemple tout récent. La Lituanie et l'Arabie Saoudite, où il y a des très bons centres de traitement de l'HTAP, maintenant deviennent des centres et des pays investigateurs parce qu'ils ont développé une infrastructure qui permet de faire des essais cliniques. Donc, ça, on le sait. Alors, le nombre d'essais, euh, je pourrais vous le dire avec précision après à la fin du congrès mondial qui a lieu maintenant au mois de juin, puisqu'on sait que nos collègues qui s'occupent justement de la task force sur le développement clinique, ils ont fait une super table avec l'ensemble des essais qui sont actuellement en cours de la phase 1 jusqu'à la phase 3,5, 4. Et je pense que cette table, elle va prendre 2 pages probablement. Il doit y avoir une vingtaine d'essais qui sont en cours et ou qui vont se développer. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une avancée et à chaque fois qu'il y a un essai négatif, il y a une porte qui se ferme. Les antagonistes des récepteurs de la sérotonine qu'on a essayé depuis 20 ans, on a une étude clinique récente, il y a 1 an, ça marche pas. L'étude n'est pas publiée, on pousse pour qu'elle le soit, ça fonctionne pas. On a d'autres exemples, je pense au Terbogrel, c'est un peu la première étude à laquelle on a participé fin des années 90. C'était un super traitement, ça faisait bien baisser les résistances, mais ça donnait des douleurs aux jambes par un effet de vasodilatation qui faisait que les patients avaient l'impression de mieux respirer, mais ils n'arrivaient pas à marcher tellement ils avaient mal. Donc vous avez tout d'un coup un truc qui fonctionne, mais qui vous donne des effets indésirables. On se dit, mais non, attendez, on peut pas, c'est pas possible, on doit arrêter. Et pour la petite histoire d'ailleurs, nous avions une patiente qui habitait à l'époque, enfin qui venait du Portugal à l'époque, je parle de ça, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle venait du Portugal pour faire son essai clinique chez nous, parce qu'elle avait travaillé à un moment donné à l'Union européenne, elle avait gardé des contacts. Elle, 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 elle nous téléphonait en disant ça va super bien, et le jour où on la voit à la fin de l'essai, elle est en chaise roulante tellement elle a mal aux jambes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On signale l'événement indésirable, on prend son téléphone et on appelle son copain à Paris, on lui dit nous on a ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Ah oui, oui, on a 2 cas, 2 patients qui ont exactement les mêmes problèmes. Voilà comment ça se passe. On ne savait pas dans quel groupe elle avait été tirée au sort, bien sûr, mais voilà comment ça se passe. Donc, au-delà du réseautage qu'on peut avoir avec l'industrie, il y a un réseau aussi des experts qui parlent beaucoup entre eux. Ce qui est bien. Ah oui. J'avais aussi une question pour euh, les procédures de l'hôpital. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les hôpitaux?
Très honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que si on prend la recherche sponsorisée par l'industrie, le laboratoire choisit un comité de lecture central. Donc, il va soumettre son dossier à la lecture à l'UZ Leuven ou à Erasmus. Pendant HTAP, c'est comme ça que ça se passe. C'est un de nos deux centres qui est le comité central. Je peux vous dire que depuis 20 ans, ça a été une fois l'un, une fois l'autre, avec le labo qui dit chez vous, ça prend trop de temps, ça va plus vite chez l'autre, et l'inverse 2 ans ou 3 ans plus tard. Donc, la lenteur des procédures, elle est à peu près la même partout. Mais elles sont exactement identiques. Et donc, quand vous avez une étude multicentrique, alors une étude multicentrique en Belgique, c'est Leuven et Erasmus, hein, on va dire les choses comme elles sont, dans 99% des cas. Euh, Ce sont les mêmes procédures qui sont appliquées, le même formulaire de consentement éclairé. On essaye aussi d'aller vers le même budget parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une compétition financière. Voilà, entre nos deux centres. Elle n'existe pas vraiment parce que elle n'a pas vraiment de raison d'être. Mais il ne faut pas non plus que le labo pense que on va être plus cheap que Leuven ou l'inverse. Donc, on essaye d'avoir des budgets qui sont identiques. Et d'ailleurs, les labos l'ont tellement bien compris que maintenant, ils soumettent en même temps leur dossier au budget et au comité d'éthique. D'ailleurs, dans les deux hôpitaux, et ça c'est nouveau chez nous, il y a un Clinical Trial Center, c'est-à-dire un guichet unique où le laboratoire dépose son dossier. Et ce dossier, ensuite, il est géré par le Clinical Trial Center qui s'occupe de l'envoyer au budget, qui s'occupe de l'envoyer au comité d'éthique et revu au département légal. Et il n'y a que quand les trois ont donné leur avis que l'avis est rendu et renvoyé au laboratoire qui fait alors les changements qu'il veut faire. Avec la procédure européenne, maintenant, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il y a 2 phases de soumission par an. Et donc, il faut être dans les temps pour soumettre son dossier pour qu'il soit revu dans un délai qui est un délai raisonnable. C'est la même chose pour les amendements. Tout d'un coup, vous voulez étendre la population, augmenter la durée de l'étude. Vous soumettez un amendement, c'est considéré comme un amendement significatif. Ça prend plus de temps parce que ça doit passer par plus de process. Mais c'est la même chose dans tous les hôpitaux. En tout cas, dans nos deux hôpitaux, c'est vraiment la même chose. Et d'ailleurs, quand on voit les remarques qui sont faites par les comités, elles sont très complémentaires, hein. C'est pratiquement copier-coller. Ok, super. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non, je ne vois pas. Donc, je pense que c'était très clair Merci beaucoup. pour, euh, euh, pour toute l'explication. C'était très intéressant. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup. À la Merci. prochaine. À la Merci prochaine beaucoup. fois. À Et la encore merci prochaine, Wendy merci. d'avoir rendu ça possible, hein. On est très heureux. Et on remettra ça l'année prochaine, évidemment. Avec plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne soirée, soirée. au Au revoir. revoir, à bientôt.